Et si les sciences sociales étaient non pas la solution aux problèmes actuels, mais plutôt leur cause? Et si la pauvreté et la violence étaient un problème moral et pas social? Alors je vous préviens tout de suite, ce que vous allez entendre dans cette vidéo risque de ne pas vous plaire du tout. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Life at the Bottom de Theodore Dalrymple, un médecin, psychiatre et journaliste anglais qui, au cours de sa carrière, a rencontré de très nombreux drogués, alcooliques, meurtriers, violents, etc. Il a travaillé notamment dans les bas quartiers de l'East End à Londres, où la vie est dominée par la violence, le crime et la dégradation. Il a donc vraiment côtoyé ce qu'on peut appeler la lie de la société anglaise, l'underclass. Et ce livre est en fait une compilation de phénomènes observés chez ses patients tout au long de sa carrière. Et à travers ces observations, il va chercher à analyser de manière plus générale ce qui cause ces problèmes. Et il faut aussi savoir qu'il n'a pas travaillé qu'à Londres. Il a aussi exercé son métier en Afrique subsaharienne, au Zimbabwe, en Tanzanie et en Afrique du Sud. Et à partir de cette comparaison, il a pu affirmer que l'appauvrissement culturel, émotionnel et spirituel des classes sociales les plus défavorisées occidentales est de loin supérieur à n'importe quel autre. Donc, la particularité de Dalrymple, c'est qu'il va réfuter plusieurs choses. Déjà, le déterminisme économique qui, selon lui, n'explique pas tout, loin de là. Des classes sociales très défavorisées, il y en a littéralement partout. Il prend l'exemple de la Corée du Sud, par exemple, où il y avait beaucoup de pauvres et pourtant les comportements n'étaient pas comparables à ceux qu'il a pu voir en Europe tout au long de sa carrière. Il réfute aussi la détermination raciale parce que les prolos anglais sont tous blancs et ils sont comparables dans leur comportement aux noirs américains par exemple. Enfin, il réfute la génétique car ce n'est pas quelque chose qui peut expliquer les naissances illégitimes par exemple. Non, pour lui l'effondrement est avant tout moral. La pauvreté de l'âme est pire encore que la pauvreté matérielle. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qu'il veut dire par là. À une époque où on nous dit si systématiquement que la violence est due à la pauvreté, on peut se demander pourquoi les sociétés occidentales, prospères, démocratiques et égalitaires, ne sont pas des paradis sur terre où le crime est absent. Déjà, Dalrymple nous rappelle qu'en Occident, la misère n'existe pas. En Occident, on est pauvre, pas misérable. On ne meurt pas de faim. Et plus encore, les plus pauvres vivent dans un confort bien supérieur à celui d'un empereur romain ou d'un roi de jadis. En fait, Dalrymple nous rappelle que la différence d'espérance de vie est beaucoup plus importante entre un fumeur et un non-fumeur qu'entre le plus riche et le plus pauvre des Anglais. Parce que c'est le mode de vie que l'on choisit qui tue, pas la pauvreté. Et l'un des éléments responsables de la décadence morale de l'Occident, pour Dalrymple, c'est l'État-providence. Ou en tout cas, si ce n'est pas la cause principale, c'est ce qui a permis l'émergence de ce qu'il appelle l'underclass, donc la classe sociale la plus défavorisée. Et surtout, c'est un business. Les travailleurs sociaux et thérapeutes ont besoin de gens qui sont incapables d'agir de manière responsable. Et pire encore, les comportements asociaux sont récompensés. Avoir l'air incapable de se débrouiller seul offre un accès à énormément de privilèges. La sécurité sociale offre immédiatement le statut de victime et ce statut est confortable. Il raconte d'ailleurs cette anecdote assez incroyable d'un lotissement de maisons neuves construites uniquement pour les plus défavorisés et les plus inaptes. Afin de proposer sa candidature pour profiter de cet avantage, le patient du docteur Dalrymple lui demande de lui écrire une lettre de recommandation en disant « Insistez bien sur mon alcoolisme ». Ici, le patient ne demande pas d'insister sur son bon comportement, sur ses progrès ou sa capacité à s'améliorer. Donc, c'est le monde à l'envers. On a clairement cherché à récompenser les comportements les plus asociaux. Et sans surprise, le lotissement est très rapidement devenu un taudis. Au cours de sa carrière, Dalrymple a aussi travaillé dans un département dédié aux intoxications et tout particulièrement aux personnes qui tentent de mettre fin à leur jour par overdose. Il parle d'ailleurs de 120 000 cas de tentatives de suicide par an au moment où il écrit ce livre. Et s'intoxiquer volontairement, sans réelle intention de mourir, c'est une spécificité du monde occidental. Ça n'existe pas ailleurs. Il n'a jamais vu ça en Afrique subsaharienne, pourtant beaucoup plus pauvre. Les pauvres là-bas se battent pour survivre. La vie est un combat de chaque instant et ce combat donne un sens à leur existence. Chaque jour passé sans avoir faim est une victoire personnelle à Kinshasa. En Occident,
on ne meurt pas de faim. Le minimum est assuré et c'est le divertissement qui remplace le combat. Le jeu d'argent, la télé allumée en permanence, remplacée par le smartphone aujourd'hui, une manière de faire la fête toujours liée aux pires abus en termes d'alcool et de drogue. Et la conséquence de tout ça, c'est un vide existentiel absolu. Et ce que Dalrymple note également dans son livre, c'est qu'il a beaucoup collaboré avec d'autres médecins venus de pays beaucoup plus pauvres, notamment des docteurs venus des Philippines ou d'Inde. Et tous, au départ, sont émerveillés par ce système qu'ils découvrent. Tout le monde a un accès aux soins, qu'importe son statut économique. Pour eux, ça ressemble au paradis sur Terre. Et puis, c'est systématique, ces docteurs finissent par déchanter. À force de voir le comportement des patients qui non seulement ne sont pas reconnaissants pour les soins qui leur sont accordés, mais qui sont surtout carrément irrespectueux envers ceux qui sont chargés de les soigner et parfois même de leur sauver la vie. Pour eux, ces soins sont normaux, c'est un dû. S'ils ont faim ou qu'ils ont des maladies, on s'occupe d'eux et la société ne demande jamais rien en retour. La gratitude n'est même pas une option. Alors beaucoup de ces docteurs étrangers ont changé d'avis sur l'État-providence et sur l'Angleterre, qu'ils imaginaient être le paroxysme de la civilisation. Ce qu'ils ont vu, c'est que ce paradis apparent pouvait aussi dissimuler un véritable enfer. Ce que l'État-providence fournit, en plus des soins gratuits, des logements et des aides, c'est l'apathie et le nihilisme, un affaiblissement spirituel énorme. Un docteur philippin déclarera même « La vie dans les bidonvilles de Manille est encore préférable ». Alors, que ce soit bien clair, parce que je vous vois venir, Dalrymple réfute l'idée d'une détermination raciale. Les patients au comportement nocif dont il a la charge sont d'ailleurs en très grande majorité des Blancs. Et il nous dit d'ailleurs que les immigrants d'Inde représentaient, au moment où il écrit l'article, un quart des étudiants britanniques en médecine. Donc ce sont souvent des gens qui sont partis de rien et qui ont d'ailleurs ainsi prouvé que le système britannique permettait encore la mobilité sociale. Donc rien n'enchaîne les gens à leurs conditions. Pour illustrer ce phénomène, il nous dit d'ailleurs que parmi ses patients, il y avait une famille d'Indiens, 5 frères et sœurs. 2 ont choisi le crime et ont fini en prison. Les 3 autres ont choisi d'étudier le droit, la médecine et le commerce. Avec cet exemple-là, il cherche vraiment à illustrer le fait que le destin d'un individu est avant tout lié à sa volonté propre, qu'on n'est pas enchaîné à sa condition sociale. Alors, prends-toi en main, c'est ton destin. Bref, que tout est une affaire de choix. Et puis, une underclass indienne a fini par se former. Beaucoup ont tenté d'expliquer ce phénomène par le racisme de la société. Néanmoins, Dalrymple va totalement réfuter cette explication. La preuve étant que beaucoup d'Indiens partis de rien, notamment chez les premières générations, ont bel et bien réussi à se faire une place dans la société. En fait, ce qui a permis à beaucoup d'Indiens de s'en sortir, c'est le fait que les jeunes étaient en général moins délaissés par leur famille, comme c'est beaucoup plus le cas chez les jeunes blancs. Bon, et puis les Indiens ont fini par copier massivement les habitudes des Anglais blancs et ont en partie perdu ce modèle traditionnel. Alors d'un côté, pour les Blancs, la société est injuste, et pour les Indiens, c'est le racisme systémique qui est la justification à tous leurs problèmes. Bref, ils ont tous fini par admettre le postulat selon lequel la société est responsable de tous leurs maux, et en tant qu'individus, ils ne sont responsables de rien. Tout au long de sa carrière, Theodore Dalrymple a entendu les histoires de beaucoup de patients. En fait, on parle ici de plusieurs milliers de personnes. Et ce qu'il remarque, c'est que ces histoires sont presque toujours les mêmes histoires de violence, d'enfants délaissés, voire abusés, de relations toxiques, de nihilisme et de désespoir idiot pour utiliser ces termes. C'est pas de ma faute, c'est pas moi. J'ai perdu le contrôle, c'était plus fort que moi. Je suis trop influençable. La bière est devenue folle, l'héroïne est partout. J'ai perdu le contrôle, le coup est parti tout seul. Ce genre de formulation, Dalrymple a remarqué qu'elle revenait très souvent. Ces patients, qu'ils soient délinquants, criminels, drogués ou autres, ont tous cette tendance à se déresponsabiliser comme s'ils n'étaient que des pantins manipulés par une force obscure qui les forcerait à accomplir des méfaits contre leur gré. Alors il a cherché à comprendre pourquoi les délinquants et les criminels employaient toujours ce genre de formulation. D'où venait cet argument de la passivité? Et surtout, cette manière de toujours désigner un coupable autre que soi-même. C'est parce que j'ai eu une enfance difficile, la pauvreté, le père absent, le racisme systémique. Voilà le genre d'excuses qu'on peut entendre chez les délinquants ou les criminels pour justifier leurs actes. Alors qu'ils ne diraient jamais, par exemple, à propos du flic qui les a arrêtés un peu brutalement, «
Oh, le pauvre flic, il a probablement dû projeter contre moi la colère qu'il ressent contre son père absent. Il doit avoir besoin d'aide. Bah non, ils vont le traiter de bâtard et puis c'est tout. La déresponsabilisation ne concerne jamais les autres. Et là, on en arrive à la grande thèse de Dalrymple. Et si les sciences sociales et les penseurs dits progressistes étaient la cause de cette déresponsabilisation généralisée? La plupart des pathologies sociales de l'underclass trouvent leurs origines dans les idées de l'élite intellectuelle. Et tout viendrait de ce concept marxiste selon lequel ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine ce qu'ils sont, mais au contraire leur appartenance sociale qui détermine leur conscience. Mais comme le dit Dalrymple, si c'était le cas, on vivrait encore dans des cavernes. L'idée selon laquelle personne n'est acteur mais une victime des circonstances d'occultes forces sociales et économiques ne vient pas naturellement. Avec ces penseurs progressistes, il n'y a plus de libre arbitre. Ces intellectuels progressistes cherchent à donner aux gens l'impression qu'ils vivent à la pire des époques dans le plus injuste des pays. Pour eux, le crime n'est pas un problème, le problème c'est la société. Les criminels sont victimes de la société, les punir, c'est donc une double peine. Et donc, en les déresponsabilisant, ils offrent une excuse d'avance à ceux qui commettront des méfaits en justifiant leurs actes par les sciences sociales. Et ici, je vais vous donner un exemple extrêmement concret et récent pour que vous puissiez bien voir avec précision de quoi on parle. Nous, sur ce plateau, on ne fait pas partie de cette catégorie de gens qui commettront des meurtres. Ça peut arriver, mais c'est pas la même, on n'est pas dans la même situation. Si nous, on n'a pas un casier judiciaire pour ce type d'infraction, en tout cas, c'est pas parce qu'on est meilleur que ceux qui en ont un. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on est moralement supérieur. Mais là où Dalrymple est audacieux, c'est qu'il ose dire que les intellectuels progressistes, au lieu d'améliorer la situation des gens, l'empirent énormément. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Leur obsession du laxisme, les plaidoyers en faveur de la réduction des peines, la clémence et leur manie de toujours trouver des excuses, c'est ça la cause du problème. Et la négation de l'autorité, c'est un des grands principes chez les intellectuels progressistes. Et le pire, c'est que, selon Dalrymple, tous ces intellectuels viennent de familles traditionnelles. Très peu ont connu une enfance difficile. Et quand on compare avec les intellectuels de gauche de notre époque, on peut effectivement constater la récurrence. Et ça pose vraiment problème parce que les idées qu'ils imposent enferment les classes les plus défavorisées dans des castes dont ils ne pourront jamais s'extraire. Et on a souvent chez ces intellectuels l'idée selon laquelle l'autorité, l'effort, la punition devraient être bannis. Or, ce sont précisément ces outils qui les ont formés eux, parce que la pente naturelle de l'enfant, c'est le chaos. Et le but même de l'éducation, c'est de les empêcher de s'y vautrer dans ce chaos. Apprendre à faire des efforts et à se concentrer, à partir d'un certain âge, si on n'a jamais appris, ça devient extrêmement difficile. Maintenant, je vais vous donner un exemple concret de la manière dont les intellectuels progressistes ont un impact réel et néfaste sur la société. Alors à l'époque où il écrit l'article, 800 des criminologues qui travaillaient en Grande-Bretagne avaient suivi un cursus de sociologie dans les années 60-70. Et ça marque un changement profond de paradigme, parce que les criminologues considèrent les criminels comme des boules de billard, c'est-à-dire des objets qui ne répondraient qu'à des règles extérieures, comme s'ils niaient complètement qu'ils puissent avoir une volonté propre, comme s'ils n'étaient pas responsables de leurs actes. Le coupable, ce n'est pas eux, c'est la société. Alors pour le criminel, c'est une aubaine. Les criminologues deviennent leurs complices. Pour les criminologues, la justice n'est pas individuelle. Elle ne consiste plus à récompenser ou à punir les gens en fonction de leurs actions. Pour eux, le terme de justice renvoie dorénavant à la justice sociale, c'est-à-dire à un combat politique et à des idéaux égalitaristes. Les universitaires ont donc établi que le crime était quelque chose de normal et d'inévitable. Comme nous sommes tous un peu coupables, nous sommes tous un peu innocents. Et ils font appel à cet argument d'inspiration marxiste qui est que la loi n'a pas de contenu moral. Elle est simplement l'expression du pouvoir des puissants, les riches contre les pauvres, le capitaliste contre le travailleur. Mais surtout, il justifie le crime moralement. Il y a l'idée qu'il est juste de prendre sa revanche contre cette société injuste. Vers le milieu du XXe siècle, des penseurs comme Norman Mailer aux États-Unis ou Jean-Paul Sartre en France faisaient du criminel un héros existentialiste en révolte contre un monde injuste. La société devient coupable, l'individu peut donc justifier moralement son comportement violent. L'économiste anglais, John Vasey, dira d'ailleurs que tous les problèmes traités par une science qui finit par ology est destiné à devenir un problème encore plus grave.
Et le principal outil de ces intellectuels progressistes pour maintenir leur narratif, c'est leur capacité à nier l'évidence. Parce que le réel a quand même souvent sacrément tendance à contredire leur théorie. Le crime est en augmentation? Non, c'est simplement que les gens ont plus de possibilités de rapporter ces crimes depuis la démocratisation du téléphone, par exemple. Le système éducatif ne fonctionne plus? Non, les statistiques montrent que de plus en plus d'élèves obtiennent leur diplôme, sans préciser bien sûr que c'est à cause d'une baisse drastique du niveau. Ensuite, il y a la comparaison historique. Il y a beaucoup de crimes? Oui, mais il y en a toujours eu. Alors on va pouvoir tourner en dérision l'augmentation du crime et des violences, parce qu'après tout, c'est quand même mieux qu'au Moyen-Âge. Comme si une comparaison de plusieurs siècles en arrière avait autant de valeur qu'une comparaison avec quelques décennies. Pour vous donner un exemple concret et récent, on a pu entendre que ça, par exemple, c'était une vieille tradition française. Enfin, si les faits sont admis, que l'évidence ne peut plus être niée, ils vont employer d'autres stratégies. Ok, le niveau scolaire baisse, peut-être un peu, mais les enfants sont-ils aussi ignorants que quand ils y sont rentrés? Non? Bon bah ça va alors. C'est simplement qu'ils n'apprennent plus par cœur, mais qu'ils apprennent à trouver l'information par eux-mêmes. Dalrymple constate aussi que déjà à son époque, beaucoup de concepts de psychologie ou de philosophie sont disséminés par-ci par-là et ont une énorme influence même chez des personnes très peu éduquées. Il rapporte par exemple que la justification d'actes délictueux ou criminels est quasi systématiquement justifiée par le père absent et l'impact psychologique que ça a pu avoir sur la personne. Bien l'emploi d'autres concepts de psychologie par les criminels eux-mêmes est toujours dans le but de nier leur propre responsabilité. Il nous rapporte aussi cette rencontre avec une patiente de 17 ans qui vient le voir parce que son copain la bat. Et c'est une gamine qui a suivi le chemin emprunté par sa mère, elle-même habituée aux relations toxiques. À un moment de la conversation, il lui demande de lui donner la date de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'en a aucune idée. Puis d'autres dates importantes, pareil, elle est incapable de citer la moindre date. Et puis, plus tard dans la conversation, il va lui dire « Mais tu sais, les hommes sont plus forts que les femmes, et quand il est question de violence, ils ont l'avantage. » Et elle lui répond que ce propos est sexiste. Donc, une gamine absolument ignorante, qui n'a rien appris à l'école, est capable de sortir des clichés issus de la pensée progressiste mal digérée, et le docteur insiste, c'est factuel. Mais elle, incapable d'argumenter, se contente de répéter, c'est sexiste. Il faut bien comprendre que dans un cas comme ça, ce genre de croyance peut être extrêmement dangereuse. Dans le même ordre d'idées, il note que l'idée selon laquelle il ne faut pas juger revient très fréquemment chez les femmes battues notamment, comme si l'absence de jugement était une vertu en soi. Il remarque d'ailleurs certaines récurrences chez ces femmes. Elles sont quasiment toujours au courant des antécédents des hommes avec qui elles se mettent en couple, et toutes celles qui sont déjà venues le voir pour violence conjugale avaient déjà connu des compagnons violents. Et systématiquement, quand Dalrymple leur demande « Mais vous ne vous étiez pas douté que ça finirait comme ça ?» La réponse était « Je n'ai pas voulu porter de jugement, ça ne se fait pas de juger. » Mais si une femme n'émet pas de jugement sur le futur père de ses enfants, sur quoi va-t-elle bien pouvoir en émettre? Juger serait devenu quelque chose de mauvais parce que ça hiérarchise. Or, c'est le relativisme qui doit être de mise. Dans la pensée marxiste, les classes moyennes et supérieures sont considérées comme l'ennemi à abattre. Et ce qu'on appelle la haute culture ne serait rien d'autre qu'un outil d'oppression. Et l'un des discours relativistes les plus fréquents consiste à dire qu'il n'y a pas de haute ou de basse culture et que toutes les cultures se valent. Il prend l'exemple d'une couverture du magazine The Guardian qui évoquait les esprits les plus brillants d'Amérique. Alors, on s'attend à voir des prix Nobel, des présidents, des scientifiques. Mais non. On a des rappeurs comme Puff Daddy. Un morceau de Puff Daddy a donc la même valeur qu'une symphonie de Mozart. Et ça, c'est problématique. Mais surtout, ça a un but précis qui est de flatter les classes inférieures en leur disant « Vous voyez, vous aussi, vous vous intéressez à la culture. » Comme si on leur disait « Il n'y a rien de mieux que ce que vous connaissez déjà. » Et dans ce cas-là, pourquoi être curieux? Pourquoi se remettre en question? C'est ni plus ni moins qu'un appel à la passivité. Parce que d'ailleurs, elle est accessible, cette haute culture aujourd'hui, mais elle continue d'être regardée avec dédain par les classes sociales les plus défavorisées. Elle reste donc le privilège des classes les plus élevées, mais qui commence, elle aussi, à s'en détourner. Parce que ce que remarque également Dalrymple, c'est que les comportements de l'underclass sont copiés par les classes sociales les plus hautes. Il évoque notamment les membres de la famille royale qui imitent les comportements de classes sociales les plus basses.
que ce soit au niveau des vêtements, mais aussi des piercings, des tatouages, ou même de l'usage de drogue ou de la manière de s'exprimer. Parce que flatter la médiocrité vous vaudra toujours plus de sympathie que de la dénoncer. On peut penser notamment aux stars qui ne cherchent pas à donner l'exemple, mais bien à copier les classes inférieures pour pouvoir en être aimé. Gros panoramique sans ton quart. Elle me dose. Elle se fait pas dégager, bute-la cette nuit, quoi. Si t'as des doses, balance-les maintenant. Et c'est vraiment le pire aspect du populisme qui soit. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une femme comme elle a pu gravir les échelons en parlant comme une racaille? Sincèrement? Et ce populisme bas du front, on le retrouve aussi chez les journalistes, chez qui la haine de la police est assez commune, et qui viendrait, selon Dalrymple, de 3 choses. L'ignorance, la malhonnêteté et la mode. Et pour le bourgeois, exprimer son dégoût de la police, ça lui permet d'établir une forme de solidarité avec le pauvre. Et bien sûr, il ne prend pas en compte le fait que sa propre liberté et sa tranquillité, il la doit, en grande partie, à cette police. Il n'y a qu'à voir le résultat de Defund the Police pour comprendre à quel point les intellectuels progressistes sont non seulement des escrocs, mais surtout des dangers. Et enfin, ce relativisme imposé par les intellectuels progressistes ne se contente pas d'empêcher les classes sociales les plus basses de s'extraire de leurs conditions. Il se propage également vers les classes supérieures. Il a par exemple contribué à baisser le niveau en orthographe des classes moyennes au prétexte que, tant qu'on comprend ce que ça veut dire, alors tout va bien. On entend par exemple que l'orthographe inhiberait la créativité et d'autres conneries du genre. Dalrymple critique d'ailleurs le livre du professeur Steven Pinker, The Language Instinct, qui explique qu'il n'existe pas de forme grammaticale correcte du langage, que les enfants ne devraient même pas suivre de cours, ils peuvent créer leur propre manière d'écrire, que toutes les formes de langage se valent, etc. Un livre qui est d'ailleurs, bien entendu, écrit dans un anglais parfait. Pour vous citer encore un exemple, si vous connaissez la chaîne Linguisticae, on est en plein dedans, dans le relativisme pur et dur. Si vous faites des fautes, c'est pas grave. Les grammaires nazis sont des connards. La langue française est trop compliquée, c'est pas de votre faute. Et il va également valider le déterminisme social, etc. Bref, c'est quelqu'un qui pousse les gens à l'inaction, à ne pas faire d'efforts. De toute façon, tout est le fait d'explications sociologiques. Et ça, c'est absolument dégueulasse. Parce qu'on vit dans un monde où la qualité de l'orthographe a une importance pour trouver du travail et par rapport à l'image que ça donne de nous. Dire aux gens « faites des fautes, il n'y a pas de souci », c'est dégueulasse. Quand on a de l'influence, surtout sur les plus jeunes, on a le devoir de leur apprendre à faire des efforts, à se dépasser, à ne pas se laisser aller à la paresse, à être proactif et ne pas leur dire que tout est joué d'avance, qu'ils ne sont que les jouets de forces mystérieuses. Ce genre de conseil a pour résultat de transformer les classes en caste. Alors pour conclure, méfiez-vous de ceux qui vous disent que vous ne pouvez rien changer à votre destin, que vous n'êtes qu'une victime, qu'un pion, que la société est responsable de tout et que vous n'êtes responsable de rien. Renouez avec le libre arbitre et méfiez-vous de ceux qui vont contre le bon sens le plus évident. S'il y a quelqu'un à blâmer, ce sont les intellectuels, car ils considèrent que la pureté de leurs idées est plus importante que les conséquences de ces idées. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le simple plaisir intellectuel de dire quelque chose de paradoxal, quelque chose qui a l'air de dépasser l'évidence, a toujours quelque chose de spectaculaire intellectuellement. Et ça, c'est le grand péché des intellectuels progressistes. C'est d'être capable de tout sacrifier au nom de leur supériorité morale ou intellectuelle.